Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur l'altération des roches. Alors l'altération, cela fait partie des cours classiques qui sont présentés dans tout cours de géologie et on trouvera plein de ressources documentaires là-dessus. C'est donc quelque chose d'important et on va bien travailler tout cela. Et à l'issue de cette première vidéo, vous devriez être capable de réexpliquer pas mal de choses sur l'altération des roches et nous ferons plusieurs vidéos là-dessus. Alors pourquoi l'altération ? Eh bien, on va repartir des premiers instants de notre chère planète Terre il y a 4,5 milliards d'années. À une époque où la surface de notre planète, c'était un océan magmatique, un bain silicaté. Tout cela dans une atmosphère très chaude et différente de ce que nous avons maintenant. Lorsque la Terre s'est mise à refroidir, elle s'est refroidie par la surface. Et les premières roches de la surface terrestre étaient des roches magmatiques, car résultant directement d'une solidification d'un magma. Toute la surface du globe terrestre était alors constituée de roches magmatiques qui ont toutes pratiquement disparu. Comparons cela maintenant avec la surface et la géologie des continents d'aujourd'hui. La situation est tout autre. Les roches magmatiques ne constituent plus la majeure partie de la surface terrestre. Elles n'affleurent bien que dans les zones de moyenne ou haute montagne où les processus de surréaction terrestre sont capables de donner un coup de boost à l'érosion, ou bien dans les régions volcaniques actuelles. Partout ailleurs, la surface des continents est recouverte de roches sédimentaires pouvant constituer des épaisseurs de plusieurs milliers de mètres dans les bassins sédimentaires. Et presque partout, nous allons retrouver aussi à la surface des continents ce que l'on appelle des formations superficielles. En grande majorité, ce sont des sols, mais pas que, c'est-à-dire des matériaux généralement déstructurés et très modifiés par rapport aux roches magmatiques originelles. Qu'est-ce qui était à l'origine de tout cela ? Eh bien, c'est l'altération. Étymologiquement, l'altération, cela vient d'un mot latin, alter, qui signifie l'autre. Et cette racine latine, on va la retrouver dans des mots comme l'altérité, l'alter ego, ou bien se désaltérer, qui est le contraire de l'altération. L'altération, c'est la transformation en autre chose. Et ce mot a plutôt une consonance négative, car quand on parle d'altération, c'est que les choses ne vont pas dans le bon sens. Par exemple, quand on parle d'une personne aux capacités mentales altérées, comme dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, dans ce petit cours sur l'altération, on va démontrer tout le contraire. Car sans altération, pas de sédiments, pas de roches sédimentaires, pas de minéraux d'altération très importants comme les argiles, et pas de sol. Autrement dit, pas de vie possible. Sans altération, la surface de notre chère planète Terre ne serait constituée que de roches dites magmatiques et métamorphiques. Et tout cela dans une atmosphère très différente et beaucoup plus chaude qu'actuellement. Alors cette altération, elle ne peut se développer que parce que les conditions terrestres y sont favorables. Nous avons de l'eau liquide et parfois elle se transforme en glace. Et l'eau est un puissant agent chimique d'hydrolyse des roches, on y reviendra. Nous avons une atmosphère contenant 21% d'oxygène, c'est donc une atmosphère oxydante capable d'oxyder les roches ferro-magnésiennes. Et nous avons toute une série d'agents météoriques ou biologiques qui sont capables d'attaquer les roches. La morale de tout cela est que quasiment tout ce qui peut exister sur Terre, tous les minéraux, toutes les roches, tous les bâtiments et monuments sont altérables à la surface de la Terre. N'en déplaise à tous les potentats qui ont voulu construire des palais ou des monuments à leur mémoire. Rien ne résiste au ravage du temps, c'est-à-dire de l'altération. Que cela soit du granit, du marbre, du basalte ou même du béton. Rien ne résiste. Les seuls minéraux qui résistent bien à l'altération sont peut-être les pierres comme les zircons, les diamants, les rubis, etc. Ainsi, les plus vieux minéraux que l'on ait pu trouver sur notre vieille Terre, ce sont des cristaux de zircon extraits des conglomérats de Jack Hills en Australie. Et ces zircons ont été datés de 4,4 milliards d'années. Et ils ont été impliqués dans de nombreux cycles de magmatisme, altération, érosion, sédimentation, métamorphisme, etc. Et ils ont survécu à tout cela. Alors, si altération il y a des minéraux et des roches, c'est déjà parce qu'il y a plusieurs facteurs originels qui vont favoriser cette altération. Nous avons de l'altération car les roches et les minéraux sont fragiles et parce qu'ils y sont prédisposés dès leur naissance et lors de leur existence. Et cette altérabilité des roches et des minéraux, elle peut déjà s'évaluer à plusieurs échelles, en allant du plus grand au plus petit. Déjà, nous avons de l'altération dans les zones de faille, là où déjà les roches sont soumises à des forces qui les cassent, qui les broient et qui les déforment. Et ça, cela favorise l'altération. Et ces grandes cassures à la surface de la Terre, cela se voit sur les vues aériennes, où par exemple nous voyons une érosion plus active dans ces zones faillées, comme ici quand nous survolons les Combrailles au nord-ouest de Clermont-Ferrand.
Alors attention, ne pas confondre altération et érosion. L'altération est un processus qui s'exerce à l'échelle locale, sur des minéraux, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Au contraire, l'érosion est un processus qui s'apprécie lorsque l'on observe un paysage. Mais les deux phénomènes, altération et érosion, sont intimement liés. Là où nous avons une altération forte, nous avons aussi de l'érosion intense. À l'échelle de l'affleurement, l'altération est favorisée dans les zones de cassure. Et quand nous regardons un affleurement, nous voyons que les roches sont parcourues de fissures et de cassures à toutes les échelles. Pour les roches sédimentaires, nous avons les joints de strates, ou les limites de banc, qui marquent des changements importants dans les conditions de la sédimentation. Pour les roches magmatiques, nous avons les joints thermiques, qui se forment lors de leur refroidissement et leur solidification, et qui sont les témoins des contraintes qui s'exercent quand un corps chaud se refroidit. Ce refroidissement est marqué par une contraction de volume. Et dans la masse de la roche, en cours de refroidissement, des efforts en tension s'exercent, et cela se met à craquer. Le cas typique est celui des coulées de lave qui se refroidissent. La lave va se solidifier à des températures de l'ordre de 1000-1100 degrés Celsius. Puis elle va se refroidir jusqu'à la température ambiante. Et ce refroidissement va se faire de l'extérieur vers l'intérieur. Et cela va prendre du temps. Typiquement, plusieurs années lorsque la coulée est épaisse d'une dizaine de mètres ou plus. La roche qui va refroidir de 1000 degrés Celsius durant cette période va se contracter. Et cette contraction va se traduire par le développement de fentes de retrait thermique perpendiculaires aux surfaces de refroidissement. Nous avons aussi des fissures qui vont se créer perpendiculairement à ces joints thermiques verticaux. Ces fentes de retrait thermique vont donc constituer un réseau de fissures, généralement verticales et à section polygonale transversalement. Ce sont ces fissures qui vont prédéterminer l'avancée de l'altération dans ces anciennes coulées, et des blocs de basalte vont finir par se détacher et s'entasser au pied de ces escarpements rocheux dégagés par l'érosion sous forme de talus déboulis. Ces blocs anguleux, avec des arêtes bien prononcées, forment ce que l'on appelle des clastes. Alors claste est un terme générique pour désigner tous ces blocs ou fragments rocheux qui sont le résultat d'une fracturation. Nous avons aussi des fentes de retrait thermique quand un pluton granitique se refroidit, toujours pour les mêmes raisons. Des efforts en tension se développent dans une masse solide en train de se refroidir. Mais là, les joints de retrait thermique auront une forme différente. Nous avons des joints qui vont rayonner de l'extérieur vers le centre de la masse granitique, autrement dit des fentes radiales. Nous aurons aussi des joints perpendiculaires à ces joints radiaux et qui vont former des surfaces concentriques en suivant la forme du pluton granitique. Et nous pourrons aussi avoir des joints avec une disposition géométrique sous forme de cônes emboîtés. Et enfin, il faut se rappeler que la mise en place et le refroidissement d'une masse granitique se fait dans des zones de collision continentale et toute l'organisation de ces fissures peut être aussi perturbée par les contraintes de compression, les cisaillements ou les efforts en tension qui s'exercent. Et puis nous avons le cas des roches métamorphiques, qui se forment quand ces roches ont été soumises à des conditions de pression et de température qui les ont modifiées et qui les ont déformées dans des environnements particuliers, aux zones de frontières de plaques, comme les zones de collision, les zones de subduction ou les zones d'accrétion océanique. Tout cela peut créer, selon les conditions du milieu et la nature des matériaux, ce que l'on appelle de la schistosité, c'est-à-dire des plans de fragilité et de faiblesse selon certaines directions. Et enfin, à l'échelle de l'effleurement, nous avons des fissures et des fractures qui sont d'origine tectonique ou autre, c'est-à-dire qui sont l'expression de tous les efforts mécaniques s'exerçant dans une croûte à la surface d'une planète encore active, car elle est mue par de puissantes forces géodynamiques internes, comme tout cela est décrit par la théorie de la tectonique des plaques. Alors ces fissures et ces fractures d'origine tectonique découpent les affleurements en plusieurs blocs ou compartiments. Mais on n'observe généralement pas de mouvement relatif net entre ces blocs. C'est ce que l'on va appeler des diaclases, à l'opposé des failles, où là, nous avons des mouvements relatifs entre les différents compartiments. Alors pour le mot diaclase, l'étymologie c'est encore du grec. Dia signifie je traverse, clase signifie fissure ou rupture, c'est-à-dire je casse tout. Bon, nous avons discuté des zones de faiblesse et de fragilité qui parcourent les roches à l'échelle régionale ou l'échelle de l'affleurement et qui vont aider énormément dans la progression de l'altération.
Mais à l'échelle de la main, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique ou à l'œil nu, si nous regardons un échantillon, nous voyons que la roche va être plus ou moins altérable selon sa fragilité aux forces mécaniques extérieures. Le paramètre qui va permettre de qualifier cette fragilité mécanique est ce que l'on appelle la consistance. Et cette consistance peut être de plusieurs natures. Déjà, nous avons les roches qui peuvent être plus ou moins meubles. C'est le cas principalement des roches sédimentaires, comme les sables. Ensuite, nous avons le cas des roches friables, qui vont s'effriter à la main, comme la craie, ou certaines marnes, ou les argilites. Puis, nous avons le cas des roches plastiques, comme la boue, avec des argiles gorgées d'eau. Donc là, nous avons des roches qui seront très sensibles à l'altération mécanique et à l'érosion. Et puis, à l'autre extrême, nous avons les roches cohérentes, comme les grès, les calcaires durs, les roches granito-métamorphiques, les basaltes, etc. Roches qu'on ne peut casser qu'avec l'aide d'un marteau. Toujours à l'œil nu, pour les roches grenues comme les granites, ou des roches sédimentaires détritiques avec des éléments maintenus par un ciment, nous avons des discontinuités entre les grains ou entre les grains et le ciment, et qui vont participer également à l'altérabilité de la roche. Puis, à l'échelle microscopique, nous avons aussi d'autres facteurs qui dégradent la résistance des roches à l'altération. En premier lieu, c'est la porosité et la perméabilité des roches. Et c'est cela qui va pouvoir laisser l'eau et l'air pénétrer dans la roche. L'eau, c'est l'ennemi de la roche. Et dès que l'eau peut rentrer en quantité importante dans une roche et se renouveler facilement dans cette roche, eh bien le destin de cette roche est scellé, car l'altération va très vite progresser. On peut citer l'exemple du tuffeau. Vous connaissez, c'est cette pierre qui est utilisée pour la construction d'une bonne partie des châteaux de la Loire et des maisons traditionnelles dans le Val de Loire. C'est une sorte de calcaire crayeux, mais avec une certaine proportion de silice. C'est une pierre de construction, elle se taille facilement, elle est jolie, mais elle a un inconvénient. Elle est fragile, elle est altérable. Et cela parce que comparé à d'autres pierres plus résistantes, le tuffeau se comporte comme une éponge. Il a une grande capacité à absorber l'eau extérieure. Puis, à l'échelle microscopique, nous avons les minéraux qui sont souvent altérables, car selon leur nature, ils peuvent être parcourus par des discontinuités. Ce sont les plans de clivage, tels que nous pouvons les voir dans la biotite ou la muscovite. Ce sont les craquelures et cassures qui, là aussi, sont des points d'entrée pour les agents chimiques extérieurs. Et enfin, à l'échelle atomique, les minéraux, qui sont souvent des cristaux, sont altérables. Et ils sont facilement attaqués au niveau des sommets et des arêtes, et au niveau des défauts cristallins, c'est-à-dire des erreurs dans l'empilement des atomes dans le réseau cristallin. La conclusion de tout cela est que roches et minéraux sont altérables, car elles sont parcourues à toutes les échelles par des discontinuités qui vont les fragiliser. Voilà, pour résumer, ce sont les failles, les joints de strates, les fentes de retrait thermique, les diaclases, la schistosité, les joints de grains, les clivages, les craquelures et les défauts cristallins. Un autre facteur important va déterminer le degré de fragilité d'un minéral. À la surface de la Terre, nous sommes dans un milieu humide, oxydant, et avec une température moyenne de l'ordre de 15 degrés Celsius, même si les températures et le taux d'humidité peuvent fluctuer dans des proportions importantes. Le facteur important, c'est que les conditions de formation des roches sont très différentes de celles de la surface terrestre. Ainsi, pour les roches plutoniques, nous sommes sur des températures de l'ordre de 1000 degrés Celsius et avec des pressions qui peuvent être considérables pour les roches plutoniques, pouvant aller jusqu'au gigapascal, c'est-à-dire 10 000 fois la pression atmosphérique, ou bien plus, et tout cela dans un milieu réducteur. Et de manière générale, plus une roche s'est formée dans des conditions éloignées de celles de la surface terrestre, plus elle sera fragile dans les conditions de la surface terrestre. Et cela, c'est quelque chose qui est connu et qui a été évalué par un Américain, M. Goldish, en 1938. M. Goldish a étudié le profil d'altération des roches à la surface terrestre et à partir de cela, il a établi une échelle d'altérabilité des minéraux. Et il se trouve que cette échelle est très similaire à celle établie par M. Norman Bowen qui a déterminé la séquence de cristallisation des minéraux dans les roches magmatiques. Alors on y reviendra plus tard dans une autre vidéo, mais c'est un résultat qui est très surprenant et qui est tout à fait contre-intuitif. Pour le moment, je vous laisse réfléchir là-dessus, sur pourquoi c'est comme cela et pas autrement, et demandez-vous si l'échelle d'altérabilité de M. Goldish serait valide sur d'autres planètes comme Mars et Vénus, qui sont aussi des planètes telluriques comme la Terre.
Alors revenons sur l'échelle d'altérabilité de M. Goldish. Ainsi, on peut classer les minéraux silicatés selon leur altérabilité. Nous avons les olivines, pyroxène, amphibole, mica noir. Parallèlement à cette séquence des minéraux ferromagnésiens, nous avons celle des plagioclases. Et avec les plagioclases calciques qui sont beaucoup plus altérables que les plagioclases sodiques. Tout cela, minéraux ferromagnésiens et plagioclases, forment un groupe de minéraux qui s'altèrent bien à la surface de la Terre. Et enfin, nous avons une séquence de minéraux qui résistent assez bien à l'altération. Ce sont les feldspaths alcalins, la muscovite et finalement le quartz. Alors cette règle du contrôle de l'altération des roches, en raison du grand écart des conditions d'affleurement avec celle des conditions de formation, cette règle se retrouve dans d'autres types de roches comme les roches calcaires ou les roches évaporitiques. Dans le cas des roches calcaires, nous avons des roches qui se sont formées dans l'eau, soit au fond d'une mer, soit au fond d'un lac, et au moment de leur formation, ces roches étaient en équilibre avec les conditions de leur milieu, c'est-à-dire une eau contenant des ions comme les ions calcium, sodium ou potassium. Quand ces roches calcaires se retrouvent au contact de l'air de l'atmosphère et d'une eau de pluie non minéralisée, et qui de surcroît va contenir du gaz carbonique, eh bien ces roches calcaires vont être déstabilisées et il va y avoir de la dissolution. Dans le cas des roches évaporitiques, c'est pire, car comme leur nom l'indique, ces roches se sont formées dans des milieux lagunaires fermés, de temps en temps alimentés par des incursions marines comme les marais salants. Et ces roches se forment par évaporation en climat subaride. Ces roches, eh bien, sont très sensibles au ruissellement et aux infiltrations d'eau de pluie. Voilà, ici je termine ma première petite séance sur l'altération. L'altération est toujours la réponse naturelle et inéluctable d'une roche ou d'un minéral qui est soumis à des conditions différentes de celles de sa formation. Nous avons pressenti aussi que l'altération est un processus important dans le développement des conditions de vie habitables sur Terre. Et que le terme français d'altération est probablement inadapté, car c'est un terme associé à l'image de dégradation, alors que c'est le contraire. L'altération a transformé la planète Terre et lui a conféré d'autres aptitudes, comme celle d'être un écrin favorable au développement de la vie terrestre. À cet égard, je préfère le terme anglais weathering, qui désigne justement l'action des agents physiques et chimiques de l'atmosphère. Le terme équivalent en français est celui de météorisation. Nous avons aussi beaucoup discuté de l'altérabilité des roches et nous avons vu que cela est grandement lié à la présence de discontinuités à toutes les échelles et que ces discontinuités fragilisent les roches sur le plan mécanique et également sur le plan chimique puisque ces discontinuités vont être les points d'entrée des agressions chimiques extérieures et comme bien souvent, à l'avenir, ces faiblesses constituent des forces. Voilà, on continuera la prochaine fois sur l'altération. À bientôt!